La brigade Golani, une unité dont la réputation, dans les milieux militaires, est souvent évoquée aux côtés du SAS britannique et de la Delta Force américaine, aurait subi des pertes catastrophiques dans un seul secteur du sud du Liban. Et l'ampleur de ces pertes a secoué les planificateurs stratégiques bien au-delà du Moyen-Orient. Pour comprendre la véritable gravité de ce chiffre, il faut le contexte. Pendant toute la guerre du Liban de 2006, Israël a perdu 121 soldats en 34 jours consécutifs d'opérations de combat. Ce qui se serait produit dans les collines du sud du Liban en mars 2026 aurait presque multiplié ce chiffre par 8 avec une seule brigade dans un seul secteur opérationnel en moins de 2 levers de soleil. C'était pas un massacre de civils. C'était pas une embuscade contre des troupes non entraînées prises par surprise. Et ce qui s'est produit était quelque chose de beaucoup plus lourd de conséquences. C'était la collision directe entre la technologie militaire la plus avancée que le monde occidental ait jamais assemblée et 20 ans d'ingénierie souterraine conçue précisément pour neutraliser chacun de ses avantages. Et les conséquences se propagent déjà bien au-delà du champ de bataille lui-même. Ce qui s'est passé sous terre est maintenant en train de remodeler les marchés pétroliers, les calculs d'assurance maritime, les routes du transport mondial et les options stratégiques de Washington. Et cela se produit d'une manière que la plupart des manchettes commencent à peine à reconnaître. Parce que cette histoire ne parle pas seulement de soldats qui meurent dans des tunnels sous le sud du Liban. Elle parle de l'émergence d'un nouveau modèle de guerre où la supériorité technologique, à elle seule, ne garantit plus la domination opérationnelle. Le premier signe indiquant que quelque chose d'historiquement important s'était produit, n'est pas venu de conférences de presse ni de déclarations militaires officielles. Il est venu du silence. Pendant des heures après que l'ampleur des pertes a été connue à l'intérieur des structures de commandement israéliennes, le gouvernement n'a presque rien publié de substantiel. Et dans le monde de la puissance militaire, le silence communique souvent plus que les discours ne pourront jamais le faire. Les gouvernements qui remportent des victoires claires parlent immédiatement. Les gouvernements qui tentent de comprendre un choc qu'ils n'avaient pas anticipé se taisent habituellement. Ce silence est devenu le premier signal pour les analystes sérieux que quelque chose d'extraordinaire s'était produit sous le sol du sud du Liban. Alors que des hélicoptères d'évacuation auraient retiré des collines, à la faveur de l'obscurité, des soldats d'élite blessés et morts, un autre front du conflit s'est ouvert simultanément. L'Iran a officiellement présenté une demande de compensation totalisant 270 milliards de dollars visant à la fois Israël et les États-Unis. Ce chiffre représentait plus de la moitié du PIB annuel de l'Iran. Il n'avait pas été choisi au hasard. Et c'était pas du théâtre rhétorique. L'Iran comprenait exactement ce qu'il faisait. La demande fonctionnait comme un missile économique lancé au moment précis où le piège militaire souterrain atteignait son effet maximal. Le message de l'Iran était brutalement simple. Vous avez déclenché ce conflit. Maintenant, vous en absorbez les conséquences financières. Ce qui rendait ce moment si important sur le plan stratégique, c'était la synchronisation. 2 champs de bataille fonctionnaient simultanément. L'un était souterrain et physique. L'autre était économique et diplomatique. L'un infligeait des pertes dans des tunnels confinés sous le Liban. L'autre appliquait une pression à travers les marchés de l'énergie, les systèmes d'assurance et les récits financiers internationaux. Ce niveau de coordination n'a pas été improvisé. Il reflétait des années de préparation stratégique se déroulant selon une planification à long terme que les analystes occidentaux avaient sous-estimée à répétition. Pour comprendre comment cette situation a émergé, il faut revenir à février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé l'une des opérations coordonnées les plus ambitieuses jamais menées contre les infrastructures nucléaires et militaires iraniennes. La campagne a atteint un tournant historique lorsque le renseignement israélien a réussi à localiser et à éliminer le guide suprême iranien Ali Khamenei, l'architecte central de la stratégie régionale de mandataire de l'Iran depuis plus de 30 ans. Du point de vue de Washington et de Tel Aviv, l'opération semblait décisive. Mais ce qui a suivi a révélé une lecture catastrophiquement erronée du système que l'Iran avait passé des décennies à construire. La réponse des alliés régionaux de l'Iran a été immédiate et écrasante. Le Hezbollah, largement considéré
comme l'organisation militaire non étatique la plus capable au monde, et passer d'attaques sporadiques à la roquette à un bombardement coordonné et soutenu à travers le nord d'Israël. Ce qui avait commencé comme des représailles a rapidement évolué en une confrontation que ni Washington ni Tel Aviv ne pouvaient pleinement contrôler. Israël a répondu en utilisant la doctrine qui avait fonctionné à répétition dans les conflits précédents: puissance aérienne écrasante, mobilisation à grande échelle, frappe de précision et supériorité technologique déployée à une échelle industrielle. En quelques semaines, les forces israéliennes ont activé 5 divisions complètes et lancé l'opération Second Shield dans le sud du Liban. À la pointe de l'offensive se trouvait la brigade Golani, avec ses bérets bruns, ses 78 ans d'histoire sur le champ de bataille et sa réputation de guerre agressive en première ligne. Les commandants israéliens croyaient que la formule demeurait inchangée: entraînement supérieur, renseignement supérieur, puissance de feu supérieure. Historiquement, ces facteurs avaient toujours produit des résultats. Mais caché dans cette hypothèse se trouvait une erreur de calcul fatale qui coûterait des centaines de vies avant que l'aube ne se lève de nouveau. Au même moment, l'Iran avançait prudemment sur le front diplomatique. Le montant de 270 milliards de dollars réclamé en compensation aurait été construit à partir de calculs détaillés couvrant les raffineries détruites, les ports endommagés, les infrastructures civiles et les perturbations économiques causées par la campagne de bombardement. Pendant que les avions israéliens frappaient des cibles iraniennes visibles en surface, les véritables capacités stratégiques de l'Iran demeuraient protégées sous les montagnes dans des installations durcies comme Eagle 44. Une grande partie de ce que les satellites ont photographié en flammes à travers l'Iran aurait été constituée d'infrastructures leur conçues pour absorber les frappes et créer l'illusion d'une destruction réussie. Et cette même philosophie de dissimulation avait été reproduite sous le sud du Liban pendant 20 ans de construction souterraine ininterrompue. Le Hezbollah n'a pas répondu à l'offensive israélienne avec désespoir. Il a répondu avec préparation. Sous les villages, les routes, les commerces et les quartiers résidentiels, le Hezbollah avait créé quelque chose qui allait bien au-delà de tunnels conventionnels. C'était un écosystème militaire souterrain, centre de commandement, dépôt d'armes, postes médicaux renforcés, corridors interconnectés s'étendant sur des dizaines de kilomètres, puis d'évacuation. Système de ventilation, cache de munitions, sections entières conçues spécialement pour un combat souterrain prolongé. Certaines entrées auraient été dissimulées sous des commerces civils tout à fait ordinaires qui avaient fonctionné ouvertement pendant des années sans attirer l'attention du renseignement. Un centre opérationnel aurait fonctionné sous une petite boutique de vêtements dans un quartier commercial achalandé. Ce niveau de dissimulation exposait une vulnérabilité que la doctrine militaire israélienne n'avait jamais vraiment résolue. Les systèmes de surveillance modernes excellent à identifier les cibles visibles. Le Hezbollah a retiré complètement la visibilité de l'équation. Lorsque les forces Golani sont descendues sous terre, elles sont entrées dans un environnement où la plupart des avantages technologiques d'Israël devenaient fonctionnellement inutiles. Il ne s'agissait pas de soldats inexpérimentés, c'était des opérateurs d'élite formés à certaines des techniques de guerre urbaine les plus avancées qui existent. Mais la guerre souterraine obéit à d'autres règles. À des profondeurs atteignant environ 25 mètres sous la surface, l'équivalent d'une descente de 8 étages dans la roche renforcée, la supériorité aérienne israélienne disparaissait complètement. Les chasseurs F-35 qui volaient au-dessus devenaient des spectateurs incapables d'influencer le combat en dessous. Les bombes guidées de précision coûtant des centaines de milliers de dollars ne trouvaient aucune cible viable. Les chars Merkava, parmi les plateformes blindées les plus sophistiquées jamais construites, se retrouvaient en difficulté dans des passages confinés où les distances d'engagement passaient de kilomètres à de simples mètres. Et dans ces corridors, la guerre revenait à sa forme la plus ancienne. Entraînement, positionnement, familiarité avec le terrain, réflexe. Les combattants Radouane du Hezbollah avaient passé des années à se préparer précisément pour ce moment. Ce n'étaient pas des milices irrégulières improvisant sous pression. C'étaient des vétérans du combat forgé en Syrie,
entraînés avec l'aide de conseillers du corps, des gardiens de la révolution islamique iranien, et conditionnés à opérer sous terre avec une familiarité presque instinctive. Ils connaissaient chaque puits, chaque intersection de tunnels, chaque zone de destruction préparée, parce que beaucoup d'entre eux avaient physiquement construit les réseaux eux-mêmes. Les unités israéliennes auraient rencontré des embuscades surgissant de puits verticaux et de passages latéraux cachés absents des cartes de renseignement disponibles. Les munitions avaient été prépositionnées des années à l'avance. Des postes médicaux d'urgence et des systèmes de communication redondants avaient été construits spécifiquement pour soutenir un combat souterrain prolongé. La doctrine stratégique originale du Hezbollah, souvent appelée le concept de conquête de la Galilée, envisageait non seulement de défendre le territoire libanais, mais aussi de lancer des offensives coordonnées dans le nord d'Israël lui-même. Les opérations israéliennes de 2024 avaient perturbé des portions de ce plan et éliminé plusieurs commandants supérieurs du Hezbollah, mais elles n'avaient pas détruit l'infrastructure physique qui attendait sous le sud du Liban. En fait, la période de cessez-le-feu entre 2024 et 2025 aurait donné au Hezbollah exactement ce dont il avait le plus besoin, du temps. Chaque mois de calme relatif permettait à de nouveaux missiles anti-chars iraniens d'entrer au Liban par la Syrie. Chaque semaine permettait à de nouveaux combattants de compléter une formation accélérée à la guerre souterraine. Les ingénieurs réparaient les sections de tunnels endommagés, élargissaient les voies d'évasion, renforçaient les zones de destruction et poursuivaient la construction au-delà de la visibilité satellitaire. Les analystes israéliens interprétaient le Hezbollah comme affaibli et dégradé. En réalité, l'organisation se régénérait méthodiquement sous la surface, hors de portée des systèmes de renseignement traditionnels. Le parallèle historique que de nombreux analystes établissent maintenant est octobre 1973, lorsque les dirigeants israéliens ont sous-estimé les préparatifs égyptiens et syriens jusqu'à ce que la guerre du Yom Kippour éclate presque sans avertissement. Le schéma se répète constamment dans l'histoire militaire. Les grandes puissances deviennent trop confiantes dans leur supériorité technologique, tout en sous-estimant la capacité d'un adversaire à s'adapter patiemment avec le temps. Et nulle part cela n'était plus symboliquement puissant qu'à Bin Jebel même. La ville porte une immense importance historique dans le récit du Hezbollah. En 2000, Hassan Nasrallah y a déclaré la victoire après le retrait d'Israël du sud du Liban après 18 ans d'occupation. En 2006, la ville est devenue l'un des champs de bataille les plus sanglants de cette guerre. En mars 2026, l'histoire est revenue à Bin Jebel avec une intensité qui aurait dépassé tout ce qui avait été vu auparavant. Des parachutistes israéliens de la 98 Division, aux côtés des unités du génie Yahalom, se sont déplacés pour encercler le périmètre urbain pendant que des colonnes blindées avançaient vers le stade où Nasrallah avait autrefois célébré la victoire. Sur papier, l'opération semblait tactiquement solide. Éviter les assauts frontaux imprudents, couper les lignes d'approvisionnement, établir un encerclement contrôlé, réduire graduellement la zone défensive. Pendant un bref moment, les commandants israéliens ont cru que l'opération se déroulait exactement selon la doctrine. Puis le sol lui-même a semblé prendre vie. Lorsque des éléments de Golani sont descendus dans les systèmes de tunnels, ils sont entrés dans un environnement conçu spécifiquement pour détruire des forces technologiquement supérieures. Les opérateurs de drones qui observaient des images haute résolution depuis le ciel ne voyaient que des toits, pendant que des soldats mouraient sous terre, hors de portée du soutien aérien. Des chars Merkava marque V, chacun évalué à environ 4 millions de dollars et considérés comme des symboles de l'excellence de l'ingénierie militaire israélienne, se sont retrouvés piégés dans des passages où les distances d'engagement tombaient à seulement quelques mètres. Et dans cet environnement, un fusil et des mains entraînées devenaient plus précieux que des milliards de dollars de matériel militaire avancé. Les combattants Radwan qui attendaient dans ces tunnels représentaient quelque chose de qualitativement différent des ennemis qu'Israël avait affrontés pendant la majeure partie des 2 décennies précédentes. Ces combattants avaient étudié le comportement opérationnel israélien pendant des années avec l'intensité analytique de spécialistes militaires. Ils avaient mémorisé les systèmes de tunnels physiquement, instinctivement,
presque comme des musiciens, mémorisent des compositions par la répétition et l'obscurité. L'échec du renseignement n'était donc pas seulement technique, il était structurel. Avant la bataille, les estimations israéliennes situaient la force active du Hezbollah dans le secteur sud entre 6 000 et 7 000 combattants. Pendant les combats, ces estimations auraient dû être révisées de façon spectaculaire à la hausse, vers quelque part entre 18 000 et 25 000 combattants préparés, intégrés dans le réseau souterrain. Cette différence n'est pas une erreur de calcul mineur, c'est la différence entre affronter une force défensive localisée et affronter une architecture militaire cachée entière, développée silencieusement pendant des années sous le radar de chaque système de surveillance braqué sur elle. Chaque passage de satellite a échoué. Chaque communication interceptée a échoué, chaque réseau de renseignement a échoué à saisir pleinement l'ampleur de ce qui avait été assemblé sous terre dans le sud du Liban. Ce qui s'est produit sous le sud du Liban n'était pas simplement un autre chapitre dans la longue histoire du conflit au Moyen-Orient. C'était la collision entre deux philosophies de guerre entièrement différentes. D'un côté se tenait l'un des systèmes militaires les plus technologiquement avancés jamais assemblés, soutenu par le renseignement américain, la surveillance satellitaire, les avions de chasse de 5e génération, les armes guidées de précision, le ciblage assisté par intelligence artificielle et des milliards de dollars investis dans le maintien de la domination sur le champ de bataille. De l'autre côté se tenait un réseau souterrain construit lentement, patiemment et presque invisiblement pendant 2 décennies par une organisation qui comprenait une vérité brutale mieux que la plupart des armées étatiques ne l'ont jamais fait. Si vous ne pouvez pas vaincre un ennemi technologiquement supérieur en terrain ouvert, vous l'entraînez dans un environnement où la technologie perd son sens. Et c'est exactement ce que le Hezbollah a accompli dans les collines et les tunnels entourant Binj Bay. En mars 2026, la brigade Golani est entrée dans le sud du Liban en portant le poids de près de 8 décennies de mythologie militaire. Ce n'étaient pas des conscrits inexpérimentés ni des réservistes de l'arrière. C'étaient des formations de combat d'élite dont la réputation s'était forgée dans des opérations de guerre urbaine à Gaza, des campagnes de contre-insurrection sur plusieurs théâtres et des décennies de conflits continus. Dans la culture militaire israélienne, Golani représentait la dureté, l'agressivité et l'excellence opérationnelle au plus haut niveau. Mais les réputations bâties au-dessus du sol ne survivent pas nécessairement en dessous parce que la guerre souterraine retire aux armées avancées presque tous les avantages sur lesquels elles comptent. Les satellites deviennent aveugles, la supériorité aérienne devient décorative, la guerre électronique devient peu fiable, les communications se fragmentent, le GPS perd sa cohérence, les images de drones deviennent inutiles et soudain le combat revient à quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus primitif. Des hommes avec des fusils avançant dans l'obscurité, mesurés non pas en kilomètres mais en mètres. Les commandants israéliens croyaient entrer dans une opération urbaine difficile. Ce dans quoi ils sont réellement entrés, c'était un labyrinthe conçu par ingénierie pour consumer les formations militaires modernes, morceau par morceau. Le Hezbollah n'avait pas passé 20 ans à construire des tunnels isolés. Il avait construit un espace de bataille souterrain. Il existe une différence critique entre ces deux concepts. Les tunnels sont des passages. Un espace de bataille est un écosystème. Ce que les forces israéliennes ont rencontré sous le sud du Liban était une architecture militaire souterraine interconnectée. Elle contenait des dépôts d'armes, des centres de commandement renforcés, des systèmes de ventilation, des installations médicales d'urgence, des nœuds de communication durcis, des puits d'évasion, des caches de munitions, des corridors de tir secondaires et des positions d'embuscade cartographiées à l'avance sur des dizaines de kilomètres sous des infrastructures civiles. Certaines entrées étaient cachées sous des vitrines ordinaires et des immeubles résidentiels qui avaient fonctionné à la vue de tous pendant des années sans attirer de soupçons significatifs. Un nœud de commandement aurait fonctionné sous une petite boutique de vêtements dans un quartier commercial que la surveillance israélienne avait observé d'innombrables fois sans l'identifier comme militairement important. Chaque corridor, chaque jonction, chaque intersection de tunnel avait été intégré à des zones de destruction planifiées à l'avance. Les unités israéliennes avançant sous terre ont rencontré à répétition des embuscades surgissant de puits et de passages latéraux qui n'existaient sur aucune carte de renseignement disponible au commandant.
Des combattants apparaissaient de l'obscurité, disparaissaient dans des tunnels secondaires, réapparaissaient derrière les unités en progression et exploitaient la confusion créée par la poussière, la fumée, la distorsion des échos et les communications fragmentées. Des vétérans qui ont survécu à l'engagement ont plus tard décrit des conditions qui frôlaient l'effondrement psychologique. L'environnement souterrain lui-même devenait une arme. Les explosions dans des passages rocheux confinés déformaient l'orientation et détruisaient la conscience spatiale. Les systèmes électroniques dysfonctionnaient dans des conditions de particules denses. Les optiques de vision nocturne se dégradaient dans l'air humide, rempli de débris. Les signaux radio rebondissaient de façon imprévisible à travers le béton et les renforcements d'acier. Des soldats qui s'étaient entraînés pendant des années au combat urbain avancé se sont soudain retrouvés à combattre presque à l'aveugle dans un environnement où leurs adversaires possédaient une familiarité totale avec le terrain. Les combattants du Hezbollah avaient excavé ces tunnels de leurs propres mains. Ils connaissaient chaque inclinaison, chaque coin, chaque voie d'évasion, instinctivement, presque physiquement, comme un musicien mémorise un instrument par la répétition plutôt que par un calcul conscient. Et les chiffres qui ont commencé à circuler après la bataille ont envoyé des ondes de choc dans les établissements militaires bien au-delà du Moyen-Orient. Les évaluations du renseignement israélien avant l'opération estimaient la force de combat du Hezbollah dans le sud à environ 6 000 à 7 000 combattants actifs. Pendant les combats, ces estimations auraient dû être révisées à la hausse, à quelque part entre 18 000 et 25 000 combattants préparés, intégrés dans le réseau souterrain du sud du Liban. L'Iran et le Hezbollah ont étudié attentivement ces leçons historiques. Toute leur stratégie régionale est construite autour de l'allongement des conflits suffisamment longtemps pour que la pression politique à l'intérieur des sociétés démocratiques l'emporte sur les objectifs du champ de bataille. Et c'est là que la confrontation devient profondément inconfortable pour Washington et Tel Aviv. Les démocraties sont extraordinairement puissantes dans les guerres courtes. Elles ont souvent du mal dans les guerres prolongées où les pertes s'accumulent sans résultat décisif visible. Chaque soldat rapatrié dans un cercueil génère des conséquences politiques que les systèmes autoritaires peuvent souvent réprimer plus efficacement. La doctrine souterraine du Hezbollah est précisément conçue pour exploiter cette asymétrie. L'objectif n'est pas nécessairement la conquête du champ de bataille au sens conventionnel. L'objectif est l'endurance. Survivre assez longtemps, infliger assez de pertes, prolonger le conflit assez longtemps pour que le soutien politique de l'autre côté commence à se fracturer sous la pression cumulative. Et la réalité qui émerge du sud du Liban forcera probablement une réévaluation majeure de la doctrine militaire occidentale. La supériorité aérienne absolue, fondement de la domination militaire américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale, rencontre des limites dures face à des ennemis opérant sous terre avec des années de préparation derrière eux. Les plateformes d'armes de 5e génération valant des centaines de millions de dollars deviennent radicalement moins pertinentes une fois que le combat se déplace sous la surface. La supériorité blindée qui a défini les victoires de l'Afrique du Nord au Koweït perd une grande partie de son sens dans des tunnels d'à peine 3 mètres de large. Les communications satellitaires, la surveillance par drone et les systèmes avancés de renseignement électronique peinent face à des adversaires protégés sous 25 mètres de béton armé et de terre. Ce n'est pas un problème tactique isolé. Cela représente un virage stratégique plus large que des acteurs étatiques et non étatiques partout dans le monde étudient maintenant intensément. La Corée du Nord, avec son énorme infrastructure de tunnels sous la péninsule coréenne, suit de très près chaque détail qui fuit de l'opération de Binge Bay. La Chine, qui prépare des scénarios de contingence impliquant Taïwan, examine comment des forces technologiquement supérieures peuvent être contraintes par le choix du terrain, la dissimulation et la préparation à long terme. La leçon est absorbée simultanément à Pyongyang, Beijing, Téhéran et dans de nombreuses autres capitales considérées à Washington comme des adversaires stratégiques. Le Hezbollah n'a pas besoin de remporter une victoire militaire conventionnelle, au sens historique traditionnel. Il lui suffit de démontrer que
l'ère de la domination militaire occidentale incontestée tire à sa fin. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.